Il existe deux types de personnes. Ceux qui vivent ici et ceux qui vivent là-bas. Mais avec NordVPN, on peut enfin former un même peuple. Et ça, c'est incroyable. Hein. Das ist unglaublich. NordVPN permet de se géolocaliser ailleurs pour rester chez soi virtuellement lors de déplacements ou au contraire se déplacer en restant chez soi. C'est bon pour le bilan carbone. Eric en VO, un incroyable talent version Slovaquie ou encore le célébrissime JT Télégrec. This is the vote of la Moussaka. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Tout ceci est à vous. NordVPN, c'est aussi le VPN le plus rapide du marché selon une enquête AFTEST de septembre 2020. C'est notamment grâce à ces 5900 serveurs dans quelques 60 pays quand même, 60 pays. Et c'est pratique pour le streaming. Et vous pouvez y ajouter NordPass ou NordLocker. Le premier pour gérer vos mots de passe, le second pour stocker des données chiffrées de bout en bout. Avec le lien nordvpn.com/montée, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 janvier, c'est 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Vous êtes remboursé dans les 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Si vous l'êtes et que vous êtes un nouveau venu dans la grande famille NordVPN, recevez jusqu'à 30 € de carte cadeau Amazon. NordVPN. Chaque année, vous connaissez le rituel, une FAQ pour fêter mon anniversaire du jour. J'ai sélectionné alors une vingtaine de questions de manière très opportune pour annoncer les nouveautés à venir et pour faire le suivi des annonces de l'année précédente. Et on va commencer directement. Comment ça va en ce moment? Est-ce que cette activité combinant autant de professions et d'activités te satisfait? Y a-t-il certaines activités dont tu aimerais te détacher ou à l'inverse certaines nouvelles activités que tu souhaiterais faire? Eh bien, à part un burn-out assez sévère mais relativement attendu, ça va. Je reste très heureux de mon travail, hein, malgré parfois effectivement la multitude de tâches qui est assez handicapante. Mais bon, je préfère faire ça à un boulot monolithique, hein, un boulot où on fait des tâches répétitives, ou alors on fait tout le temps la même chose. Par exemple, prof, je pense que ça m'aurait assez vite fatigué. Hein. J'ai vraiment besoin de multitude de choses à faire différentes, et chaque nouvelle vidéo est une façon de me renouveler à chaque fois. Traiter un nouveau sujet, traiter un nouveau truc vraiment, et par la même occasion beaucoup apprendre. Donc malgré tout j'ai un problème de quantité, hein, j'ai un problème de quantité globale, et j'aimerais effectivement déléguer ce que je fais déjà en partie pour le montage, notamment pour voilà, quelques vidéos que vous avez pu voir de Léa, montées par Léa, qui vraiment surtout monte quasiment tout ce qui concerne la chaîne secondaire, hors les travaux. Mais c'est vrai que là où ce que j'aimerais le plus déléguer, c'est finalement de l'administratif ou de la gestion de projet, c'est du travail de chargé de prod. Mais bon, je vais pas recruter un chargé de prod à plein temps, j'en ai ni les moyens ni la nécessité, mais j'aimerais pouvoir m'associer effectivement avec un chargé de prod qui serait dans la région, voilà, en Ille-et-Vilaine ou vers Fougères, ce serait effectivement très intéressant pour moi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas croisé de personnes qui correspondent à ce profil, et donc faut voir, hein, faut voir. Mais effectivement, ce serait la chose la plus urgente à faire, si jamais je devais vraiment déléguer un gros pan du travail. Est-ce que tu aimerais reprendre tes études et passer un doctorat pour travailler dans la recherche, ou bien tu es bien en tant que vulgarisateur autour de la linguistique, parce qu'avec tout ce que tu lis, ça doit te démanger de faire de la recherche, non? Non. Absolument pas. En fait, je pense qu'en France aujourd'hui, et dans la francophonie d'ailleurs de manière générale, on manque beaucoup plus de vulgarisateurs que de chercheurs, même si, bon, l'état de la recherche en France, il est ce qu'il est, et qu'on manque probablement aussi de chercheurs. Un milieu qui est toujours plus concurrentiel, avec moins de moyens, et un patron, et des budgets très serrés, et ce que vous voulez, etc. Blablabla. Bon bah écoutez, honnêtement, je préfère faire la même chose, depuis mon salon, et avec toute l'attitude de prendre toutes les décisions que j'ai envie de prendre, évidemment. Le simple fait qu'ici je n'ai personne pour me dire ce que je dois dire ou ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire ou ne dois pas faire, c'est un luxe absolument incroyable, et c'est une position très enviable en réalité. Je pense qu'il y a probablement plus d'universitaires enviables d'une position comme la mienne que moi je souhaiterais avoir la leur, quoi. Je souhaite absolument pas avoir la leur. D'ailleurs, ils font leur travail, je fais le mien, et Dieu soit loué, on communique. De plus en plus, même d'ailleurs, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais ouais, non, pas du tout, je le vis pas mal. Salut, est-ce qu'il t'arrive de faire des conférences si on t'invite quelque part, convention, université, etc. Eh bien, oui, tout à fait, mais là, ça s'est quand même pas mal calmé, on va pas se mentir. J'ai aussi mis le haut là, hein, parce que c'est chronophage, en fait. Surtout que c'est... Et ça aide pas, hein, très mal rémunéré la plupart du temps, surtout dans le public, notamment à l'université, hein, ça répond à des grilles salariales très strictes. Et comme c'est du travail sur du travail, eh bien j'ai décidé d'être, ma foi, assez sélectif. Donc malgré tout, je pense que c'est quand même nécessaire d'aller à l'université en tant que vulgarisateur, d'aller à la rencontre des étudiants, d'aller faire le lien entre ce qui est en dehors de la fac et ce qui est à l'intérieur de la fac, parce que des fois, il y a vraiment un mur très épais. Donc moi, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit continuer de faire et qui font partie de notre mission de vulgarisateur, quelque part de notre mission de service public, un peu, même quelque part. Je suis allé à un événement au début de l'année à Avignon, par exemple, voilà, pour parler de mon boulot, où j'ai emmené mon équipe.
Par-ci, par-là, j'interviens encore dans quelques facs, mais j'essaye vraiment de limiter malgré tout. Par contre, là, dans un autre registre, à partir du début de l'année prochaine, je vais rejoindre la tournée organisée par les Mycéliades, notamment pour parler de langue et de science-fiction. Donc je serai accompagné d'autres créateurs, d'autres vulgarisateurs, et ça se passera dans des médiathèques, salles de cinéma, etc., autour de projections de films. Quelle est la taille de ta bibliothèque? Lis-tu beaucoup? Comment trouves-tu tes sources, surtout en papier ou bien en numérique? Merci et bravo encore pour ce que tu fais. Alors des livres, j'en ai partout, j'en ai au large. Là, j'en ai dans mon canapé, j'en ai dans la bibliothèque que j'avais achetée mais qui est vraiment beaucoup trop petite. J'en ai dans mon bureau, j'en ai aux toilettes. J'ai vraiment hâte de déménager dans ma nouvelle maison pour enfin m'acheter vraiment une bibliothèque digne de ce nom, parce qu'il faut vraiment que je range ces livres, il y en a vraiment partout. Bon, franchement aussi qu'on se le dise, je ne lis pas assez, vraiment. Et des gros pavés comme celui-là, là, que je suis en train de lire, et oui, j'utilise du papier toilette comme marque-page quand je suis aux toilettes. Ça m'occupe vraiment une grosse partie du temps de lecture que j'ai, et ce temps de lecture n'est déjà pas incroyable. Donc forcément, ça met tous les autres livres en attente, et d'autres livres, il y en a beaucoup, j'en reçois même très régulièrement. Ce qui est là aussi un confort vraiment très important en fait, parce que je n'ai plus trop à me poser la question de savoir ce qui sort ou ce qui ne sort pas dans les ouvrages de linguistique, puisque désormais, beaucoup, je les reçois directement chez moi, sans avoir vraiment à les demander. Donc on est sur un confort de travail, effectivement, de ce côté-là, qui est assez important. L'inconvénient, effectivement, c'est que je peux pas tous les lire, surtout qu'ils sortent souvent durant les mêmes époques. Sinon, ce que je fais, puisque bon, tout ce qui m'intéresse, je ne le reçois pas, et tout ce que je reçois ne m'intéresse pas, eh bien, c'est que je vais tout simplement à la Fnac, ou à Cultura, ou en librairie. On va pas se mentir, je vais souvent à la Fnac, et je vais regarder dans les rayons de sciences humaines, histoire, socio, psycho, langue, etc., voir ce qu'il y a. Et souvent, j'en tire des références, j'en tire des titres d'ouvrages, j'en tire des résumés, des noms d'auteurs, et après, ensuite, je demande souvent, quand je fais pas mes recherches moi-même, ou quand je ne sais pas exactement ce qu'il en est, si à la communauté, c'est quelque chose de recommandable ou un ouvrage qui peut servir de base de travail ou un auteur à recommander. Pourquoi la Fnac plus qu'ailleurs? Souvent, en fait, honnêtement, les petites librairies ont des rayons de sciences humaines et sociales qui sont vraiment très réduits, sauf si elles sont spécialisées dans le sujet, et c'est très rarement le cas, sauf dans les très grandes villes. Et Cultura, parfois aussi j'y vais un peu, mais le Cultura de Rennes, il est très branché ésotérisme et développement personnel, comme beaucoup de Cultura, donc j'y trouve beaucoup moins ce que je cherche. À la Fnac, quand on fouille, on trouve des trucs, plus souvent, plus facilement, en tout cas ici. Et sinon, moi, team papier, parce que j'écris dans les livres. Je surligne les livres, j'écris dans les livres, donc je préfère travailler sur du papier. Depuis maintenant quelques mois, je publie des shorts sur mes réseaux sociaux. 5 incohérences en français, je suis sûr que vous n'aviez jamais remarqué. On peut les scinder en 2 catégories. Ceux qui sont destinés à YouTube, qui sont alors écrits pour, c'est du contenu original, ils sont tirés d'anciennes vidéos, ils sont tirés de mon livre, ils sont tirés de drafts que j'avais mis de côté. On les publie par salve, et ça, je pense que ça a un impact très positif sur la chaîne en termes de stats, mais ça, on va en reparler plus loin dans cette vidéo. D'ailleurs, à la toute fin de cette vidéo, si jamais vous aimez ce genre de choses. Donc ces shorts dédiés, ils sortent en général le mercredi matin, ils sont prévus 4 mois à l'avance en publication pour les plus tardifs, et ils sont ensuite republiés sur les autres réseaux sociaux. Tout ça, c'est géré et c'est développé en interne, donc c'est moi à l'écriture, il y en a quelques-uns aussi qui ont été écrits par Kalian, et ils sont montés par Léa. L'autre type de short, le second type de short, ce sont les vidéos qui sont déjà sorties, et dont on a extrait une partie de moins d'1 minute en vertical, ou un format carré de 3 à 6 minutes, et on leur redonne donc une seconde vie sur les autres réseaux sociaux, tous sauf cette chaîne YouTube. Au cours des 2 années précédentes, on a cumulé quelques 300 capsules, je crois, qui ont été extraites par Léa et par Glooms, lorsqu'il travaillait encore ici, c'est l'ancien monteur. Et ces 300 capsules sont désormais associées à d'autres remontages qui sont délégués à une autre société de production qui assure l'ensemble de la publication de tous les shorts hors cette chaîne YouTube, et ça sur tous les réseaux sociaux de la chaîne, et notamment Instagram que j'aimerais faire monter et où ça trouve son public. Donc tout ça, c'est à notre charge, ça fait partie de la diversification, et c'est un moyen d'occuper le terrain partout où on peut, et notamment sur Insta, comme je le disais, parce que franchement, le contenu de langue française là-bas, et le contenu linguistique, c'est surtout les règles du Becherel, les dictées, les poncifs habituels. Donc bon, ça fait pas de mal qu'on y soit aussi. Et donc tout ça fait partie, même si ça n'a l'air de rien, des chantiers de cette année 2023. Quel bilan de ta participation au Tract des linguistes atterrés? Est-ce que tu souhaites quelque chose de particulier par rapport au sujet? Alors pour l'instant, on n'est qu'au début, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. On a fait un super lancement, ça par contre on peut s'en féliciter. Moi j'en avais parlé dans une vidéo au mois d'avril, je crois, et c'est vrai que ça a été très bien accueilli par la chaîne, par la communauté, mais aussi tout simplement par le grand public. Cela dit, moi je souhaite évidemment qu'on aille le plus loin possible, et par le plus loin, j'entends notamment sur des questions comme la réforme de l'orthographe, l'illettrisme, ce genre de choses. Je pense très franchement être le plus radical du groupe,
En tout cas, concernant jusqu'où je voudrais voir aller une réforme de l'orthographe, ça me paraît indéniable. Mais il se trouve que je ne suis pas forcément le mieux placé. Ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Donc on verra ce qui ressort de ce collectif, on verra ce qui ressort de la majorité, mais je pense que c'est des chantiers sur lesquels on va commencer à travailler assez sérieusement. Je pense qu'on en a tous très envie. Salut Monté, merci pour ton super travail. Y a-t-il d'autres projets avec les linguistes atterrés? Penses-tu qu'il serait nécessaire que des journaux plus progressistes que Le Figaro proposent des rubriques linguistiques pour occuper le terrain face à la droite? J'ai l'impression, en tout cas, dans la presse, que les journaux de droite s'accaparent le monopole du sujet. Alors moi, je ne pense pas que la droite s'accapare le monopole du sujet de la langue. Alors qu'on soit d'accord, moi je pense que Le Figaro, j'en ai beaucoup parlé ici parce qu'effectivement c'est le journal de l'Académie française, ils ont toute une rubrique et une section dédiée à la langue française, donc évidemment ils en parlent probablement plus que les autres. Mais je pense, qu'on soit d'accord, que les journalistes du Figaro, ou que les personnes qui font des tribunes dans Le Figaro, sont absolument sincères dans leur dénonciation du parler des jeunes, du niveau abyssalement bas de l'école, ou ce genre de choses. Je pense qu'ils sont vraiment sincères, convaincus, et qu'ils se donnent un rôle de lanceur d'alerte, quelque part. Alors ils en rajoutent, ils en font des caisses, évidemment, c'est pas toujours très rigoureux, c'est pas toujours très juste, et c'est parfois franchement déloyal. Mais bon voilà, ils font vibrer une corde sensible de leur lectorat, mais une corde sensible de beaucoup de Français en réalité, qu'on soit d'accord quoi. Et pas que des Français de droite du tout. Donc moi sur la question de la langue et de son instrumentalisation par la droite, notamment par Le Figaro, vis-à-vis d'autres journaux qui seraient plus ouverts, je sais pas. Moi j'ai une réponse là-dessus qui va peut-être paraître un peu contre-intuitive pour beaucoup, parce qu'effectivement moi je suis engagé à gauche. Pour autant, la plupart des constats qui sont posés par Le Figaro sont des constats partagés par une bonne partie des politiques de gauche ou de la presse de gauche. C'est juste qu'ils n'y mettent pas les mêmes causes ou les mêmes conséquences. Mais ils ne remettent pas tant en question l'effet que les gens parleraient mal, ou que le niveau chuterait, ou qu'on sait tous mal écrire, ou qu'il y a un problème d'orthographe, etc. Mais pour autant, ils vont pas remettre en question la norme de l'orthographe, ils vont pas remettre en question le système scolaire très profondément, ou la logique même de comment est-ce qu'on écrit le français, ou la logique même, par exemple, du fait que il faille continuer à imposer le français en Afrique, ou qu'il faille continuer à le défendre contre les langues régionales, par exemple, etc. C'est des choses qui sont aussi très partagées à gauche. Là, quand il y a eu l'inauguration de l'histoire de Villers-Cotterêts, et qu'Emmanuel Macron a livré un récit de la langue française qui est le sien, et qui est assez personnel, mais qui, en vrai, correspond assez bien au récit national que beaucoup de gens s'imaginent dans la langue. Vous savez, ce récit-là, il n'est pas beaucoup plus réel que le récit que Jean-Luc Mélenchon donne dans Le Figaro, en réponse à Jean Pruveau, et donc en réponse à cette inauguration de Villers-Cotterêts par Emmanuel Macron, parce que lui-même commet de nombreux raccourcis, mélange des choses, et essaye d'appliquer ses concepts politiques à lui sur des réalités linguistiques qui ne s'y prêtent franchement pas tout à fait. Donc en matière de linguistique, en matière de langue, dans les médias, moi je pense que la langue, elle se retrouve instrumentalisée de tous les points de vue, par toutes les personnes, dans toutes les circonstances. Il y a souvent un regard, à mon avis, très conservateur et très impérialiste, peu importe où on se situe sur le spectre politique, même si évidemment on aura un penchant plus fort de ce côté-là à droite qu'à gauche, mais franchement à gauche on y est quand même. Et je pense que structurellement, si on voit ça dans le discours médiatique, c'est aussi tout simplement parce que les journalistes, par définition, sont des vecteurs de normes. Ils transmettent la norme, ils ont été formés à cette norme, ils ont été formés à un discours, à un récit autour de la langue française qui fait, tout simplement, par effet de structure, que ce discours est très relayé, que ces journalistes soient de droite ou de gauche. Donc ce qu'on essaie de faire avec notre collectif de linguistes atterrés, c'est créer un espace de discussion à nous, surtout. On n'a d'ailleurs pas eu de mal du tout à avoir accès aux médias, au contraire même, on a eu accès assez facilement aux médias, mais nos interventions, elles ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport à un discours médiatique de fond, qui lui est quand même relativement assez instrumentalisant, assez peu éclairé sur les questions de langue. Et ça, c'est aussi parce que les différentes personnes sont assez mal formées et qu'il y a encore beaucoup de travail de vulgarisation et de débunkage à faire et de pédagogie, donc on n'y est pas encore. C'est évident, on y est même encore très loin. Mais voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas compter sur tel ou tel journal de gauche où on pourrait potentiellement infléchir la vision de la langue. C'est même pas, même si ce n'est pas insignifiant, mais c'est même pas par quelques rubriques par-ci par-là ou par quelques points par-ci par-là, ou je sais pas, les 2 minutes de la Elie Aveyron une fois par semaine à France Inter, ou les quelques virgules des fois que je vois dans telle ou telle émission de radio ou de télé, c'est pas ça qui va faire que les gens vont changer d'avis sur la langue, pas du tout. Ça ne fait pas de mal, mais ça ne règle pas le problème à la racine. Donc on peut au moins se contenter d'avoir ouvert une brèche quand même. Non, il faut vraiment qu'on accède, et c'est super difficile, à un changement de fond, quoi, un changement de paradigme.
Quels seront les prochains projets des linguistes atterrés? Y en aura-t-il d'ailleurs? Alors il y en aura, mais lesquels, l'ordre de priorité, tout ça, c'est pas des choses qui sont encore très bien définies. Qu'on est sûr aujourd'hui concernant le tract des linguistes, c'est qu'on est dans les meilleures ventes de tract de 2023. On en a vendu 55 000, c'est énormissime. Concernant la suite des activités, sachant qu'au moins on peut se baser sur ce premier succès pour aller plus loin, il faut évidemment comprendre que ça va dépendre du temps qu'on a, ça va dépendre des opportunités, mais aussi des moyens qu'on a, parce que faire déplacer des gens pour aller en intervention, pour aller en interview, pour aller faire des conférences, pour aller passer une journée ici ou là, etc., ça coûte de l'argent, ne serait-ce que pour le train ou pour l'hôtel, hein. Et le train, ça coûte cher. Et donc tout ça, ça va être un peu conditionné par le nombre d'adhérents à l'association. Donc pour l'instant, il y a 175 adhérents, d'ailleurs tout le monde peut adhérer, hein. Vous pouvez tout à fait adhérer pour soutenir, je vous invite à le faire d'ailleurs. Mais voilà, ça va dépendre un peu de ça, quoi. J'ai peut-être loupé un train, mais ça fait un moment que j'ai pas vu Kalian dans tes vidéos, elle fait toujours partie de la team, plus globalement, il y a des changements passés, en cours, à venir au sein de l'équipe derrière la chaîne. Ça, on va y répondre un peu plus concrètement dans une partie dédiée à la situation économique de cette année 2023. C'est le moment de parler argent, mais pas comme la dernière fois. Effectivement, souvenez-vous, l'année dernière, dans la dernière FAQ, j'annonçais ma prise d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne société où j'étais en portage salarial et la création d'une agence avec notamment, mais pas seulement, les nids de Science Codeur que vous connaissez peut-être. Et si je parle pas des autres, c'est que vous ne les connaissez pas parce qu'ils ne font pas de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, mais ça marche bien, et c'est super cool, on a bien fait de se lancer, même si c'est pas facile tous les jours et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Mais bon, voilà, c'était pour faire la toute petite mise au point. Bref, ça a été de longs moments à rédiger des papiers et à faire des rendez-vous. Et la conséquence, c'est qu'en ayant un exercice fiscal débutant désormais le 1er janvier et non plus le 1er octobre, comme dans l'ancienne structure, eh bien au moment de la sortie de cette FAQ, je n'ai toujours pas fini mon année fiscale et je ne peux pas établir ou partager de compte précis, comme ce fut le cas la dernière fois. Je le ferai donc en janvier ou en février, hein, c'est promis, et ce sera probablement sur la chaîne secondaire. Par contre, on va pouvoir quand même, dans les grandes lignes, dégager des tendances et des comparaisons pour malgré tout voir comment les choses ont évolué depuis. Le premier gros coup dur, ça a été la fermeture de Utip. Ça faisait des années que j'ai envoyé ma communauté plutôt que sur Tipeee, parce que souvenez-vous, Tipeee c'était la sauce, hein. Il y avait eu le reportage sur France 2 qui mettait en avant leur rôle dans le financement de Hold Up, hein, ce film qui prétendait que le Covid-19 était un complot mondial mis en place par des gouvernants. Je l'ai pas vu, je crois que c'est à peu près le plot. Il y avait eu d'autres sauces, hein, dans lesquelles je vais pas forcément revenir là tout de suite. Bon bref, en tout cas, pour la faire courte, c'est qu'on avait un meilleur relationnel avec Utip, leur direction globale nous correspondait mieux, on était mieux alignés avec leurs valeurs, et c'était fiscalement moins chiant, ils étaient plus clean, je trouve. Que des avantages sur le papier, mais c'était des outsiders. Donc il fallait quand même pouvoir les faire connaître et y apporter notre communauté, et ça, c'était pas gagné. Mais on est beaucoup à y avoir cru, hein, à avoir tenu le pari, et on a même tenu le pari longtemps, on a pensé qu'à long terme on y gagnerait tous, et ce jusqu'au dernier moment, et puis la plateforme s'est effondrée. Du jour au lendemain, salut, plus personne. Et là, Utip, pour moi, c'était, juste avant que ça ferme, si on fait le bilan, à peu près 14 000 € à l'année. C'était 1/6 du budget global annuel de la chaîne. Donc ça fait mal, quoi, ça fait mal. Donc j'ai bien ouvert une page KissKiss hein, pour compenser, c'est ce qu'on est beaucoup aussi à avoir fait, mais bon, depuis l'ouverture, j'ai récolté 91 €, donc autant vous dire que le transfert ne s'est pas bien effectué du tout. Donc on a quand même quelques gens qui se sont retournés vers Tipeee, la première plateforme, qui était restée ouverte dans mon cas. Mais bon, à peine plus, quoi. Pas beaucoup. Donc cet argent, il est, pour cette année en tout cas, on peut le dire, hein, définitivement envolé. La seconde chose qui nous met dedans, c'est l'inflation. L'inflation fait que, et ce n'est pas propre à cette chaîne YouTube, hein, c'est quelque chose qui s'est bien ressenti dans beaucoup de secteurs économiques qui gravitent autour du milieu culturel et scientifique, et bien elle fait que la donne a changé quand même. Parce que d'un côté, on a des budgets de communication qui ont fondu comme neige au soleil, et donc il y a plusieurs OP qui ont été annulés ou repoussés, hélas. Mais j'ai envie de vous dire, comme on bosse avec des gens qui sont dans le secondaire, mais surtout dans le tertiaire, et ben la baisse du pouvoir d'achat de la population est très palpable, puisqu'il y a un recentrage des budgets domestiques vers les besoins essentiels. Les VPN, les méthodes d'apprentissage de langue, ou le dernier livre concept là, bon, quant au pouvoir d'achat il s'effondre, c'est moins essentiel que les patates ou l'essence, quoi, c'est sûr. De fait, chez beaucoup de sociétés, le manque à gagner a nécessité un rééquilibrage budgétaire, se faisant principalement aux dépens des activités les moins essentielles d'une chaîne de production. Et essentiellement, justement, les trucs les moins essentiels, c'est la communication ou la publicité. Parce qu'autant ta boîte, tu peux la mettre en pause si jamais tu mets en pause ton service com ou ton service de pub, autant tu peux pas la mettre en pause si jamais tu arrêtes de vendre ou tu arrêtes de produire ce que tu es censé vendre. Il y a quelque chose qui se fait pas. J'ajouterais qu'on a aussi vu quelques agences, donc vous savez, ces intermédiaires qui négocient pour nous les contrats, monter leur prix. Alors ce n'est pas le cas de la nôtre d'agence, ce n'est pas le cas de Hilgard, mais c'est le cas d'un certain nombre d'agences, et nous, on n'a pas encore le carnet de contact pour pouvoir bosser
de manière totalement indépendante avec tout le monde, donc des fois on passe aussi et on collabore avec d'autres agences, et donc voilà, c'est un truc à savoir. Et dans ces cas-là, ben évidemment, celui qui perd le plus, c'est le vidéaste, hein, qui est en bout de chaîne, quoi. Alors, tout ça, je dis pas que c'est exactement le cas pour toutes les personnes avec qui on travaille. Évidemment, pas du tout même d'ailleurs. Mais c'est quand même une tendance globale, et on le voit bien sur le marché, ça a quand même un impact significatif. Et ça, c'est plus le côté agence peut-être qui parle. Donc on constate alors, logiquement, une plus grande frilosité, une plus grande tentative de contrôle des marques sur les intégrations. Bon, en réalité, ça on le voyait déjà de plus en plus avant, mais avec l'inflation, la peur du non-retour sur investissement est beaucoup plus forte. J'ajouterais aussi que nos prix, eux, concernant la chaîne Linguistica, ils n'ont pas beaucoup monté. En fait, on avait déjà monté un peu nos tarifs, puis ensuite on a indexé le montant de nos devis selon la courbe en abonnés et en vue de la chaîne. Mais on l'a fait comme si l'inflation était nulle, comme si elle n'existait pas. Si vous voulez, le coût de la vue ou le coût en abonnés, lui, si vous faites un ratio, il est stable, il est le même. Alors qu'on aurait peut-être dû l'augmenter. Donc je sais pas si on est perdant actuellement, mais bon, c'est des calculs à faire, quoi, mais on n'est très clairement pas gagnant du tout de cette situation économique. On est d'autant plus pas gagnant qu'on a quand même pas mal de frais qui ont parallèlement explosé, bon, j'y reviendrai juste après. L'inflation, ça nous aide pas non plus beaucoup au rapport de force dans la négociation. Parce qu'il y a quand même moins d'argent à se partager. Enfin plutôt, l'argent a perdu en valeur, hein, parce que c'est le principe de l'inflation. Et ça, c'est un peu dur à faire comprendre avec les gens avec qui on bosse. Parce que eux, les clients, ils veulent pas avoir moins pour le même prix qu'il y a 1 ou 2 ans pour la même somme. Or, pour la même somme, on n'obtient plus la même chose, puisque tout a augmenté. Ajoutez à ça qu'on est en plus en concurrence avec les autres, hein, notamment les plus grosses chaînes qui sont, pour certaines marques, des valeurs refuges, et ben on se retrouve parfois dans une impasse. Et je pense que cette situation tendue, elle est d'ailleurs particulièrement préjudiciable pour les chaînes moyennes. Les grosses chaînes, elles ont toujours plein de propositions, elles sont les premières à qui on propose, c'est un peu la grosse machine de fond. Les petites en voie de professionnalisation, quant à elles, elles acceptent tout ce qui correspond à leurs critères moraux sans trop négocier parce qu'il faut bien signer un premier contrat ou 2 pour lancer l'engrenage et amorcer le modèle économique. Mais nous, dans l'entre-deux, là, la classe moyenne des youtubeurs, hein, pour faire un parallèle pas du tout pertinent et qui n'a rien à voir en vrai, bah on représente un pari plus difficile. Parce que le retour sur investissement n'est pas aussi garanti que chez les plus gros, on coûte plus cher que les petits qui de toute façon souvent coûtent moins cher de la vue, donc la négociation elle est quand même plus compliquée et les partenariats sont quand même plus difficiles à obtenir en ce moment. Alors au passage, entre parenthèses, moi je suis pas sûr que les grosses chaînes hein, qui enchaînent en boucle des OP très différentes et qui ne les font pas vivre entre guillemets, ce soit un pari très intelligent économiquement. En tout cas, bon, c'est un peu le constat général du point de vue des services commerciaux. Alors on a eu un virage opéré à un moment vers les micro-influenceurs, hein, mais on n'est plus du tout dans cette hype actuellement, je vous le dis très clairement. Bon, dans notre cas, chez Linguistica, vous l'aurez bien compris, on est en plein dans le milieu, on est en plein dans ces chaînes de taille moyenne. Et l'impact direct pour nous de toute cette conjoncture économique, et le plus dur à encaisser, c'est ce qui concerne les vidéos dédiées. Parce que plusieurs projets ont tout simplement été annulés faute de moyens ou à cause de l'augmentation des coûts salariaux, des coûts d'énergie, des frais de structure chez nos clients, ou chez les entreprises, ou chez les institutions avec lesquelles on travaille, bref. C'est plusieurs projets cool hein, qui étaient en cours de développement et qui ont sauté. Ils devenaient franchement à perte pour tout le monde, c'est dommage. Et comme on fait de la recherche en écriture, qu'on se déplace pour les tournages, comme on fait du repérage, etc., et ben c'est un peu raide parfois parce que c'est aussi la faiblesse de notre modèle économique, on le sait bien, en voulant proposer des gros trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup de temps de négociation, beaucoup de moyens humains aussi, qui mettent du temps à se développer, ben on se met évidemment beaucoup plus en danger que si on enchaînait des sujets un peu faciles, quoi. Alors on en fait des sujets un peu faciles, il faut bien, hein, et ces annulations font qu'on en aura même peut-être un peu plus que prévu pour boucher les trous de toute façon. Et voilà, bon, c'est un peu dommage, c'est beaucoup de temps investi pour rien, mais c'est aussi ça la vie, quoi. Bon, pour parler un peu du reste désormais, je le disais, l'inflation, c'est ce qui a fait fondre le portefeuille des gens. Bon, logiquement, la quantité de subs sur Twitch a été divisée par 3 ou 4 en un an à vue de nez, alors que la fréquence de stream et le nombre de viewers, lui, n'a pas baissé, au contraire, hein, l'année 2022 était un plus gros creux dans la vague. La chaîne de best-of n'a jamais autant carburé d'ailleurs, hein, abonnez-vous évidemment, c'est 2 à 3 best-of par semaine quand même, qui sont montés, donc sur des lives de 3-4 heures, on en tire quand même souvent un quart d'heure, 20 minutes d'essence, et souvent en plus c'est des best-of de live qui sont préparés à l'avance. J'ai abandonné l'idée que je puisse amortir tout ce que ça coûte avec juste les subs, c'est visiblement pas possible, hein, de toute façon, dans mon cas. Bon, les revenus de la boutique, eux aussi, ils ont baissé, même si c'est plus dur de les estimer avec précision, parce qu'il y a d'autres projets, hein, comme le livre, qui explique peut-être un recentrage de la dépense moyenne de la communauté vers celui-ci aux dépens de la boutique. Quand il y a quelqu'un qui a 50 balles à mettre dans son créateur préféré, bon, si jamais il y a une boutique et que dans la même année tu sors un bouquin, le gars peut-être qu'il va mettre que 20 balles sur la boutique et il va acheter le bouquin au lieu de mettre 50 balles sur la boutique.
C'est ce que je me dis. Et comme le pouvoir d'achat des gens, il n'est pas extensible, au contraire, il a plutôt tendance à diminuer, j'imagine que c'est un début d'explication. Pourtant, il y a plusieurs designs cool qui sont sortis, hein, je tiens quand même à le dire. Donc, il y a ce t-shirt que j'ai refait, mais il y en a d'autres dont je suis assez content, mais n'hésitez pas à les voir de toute façon. Tipeee, sinon, Tipeee, je l'ai évoqué, hein, n'en parlons même pas, parce que malgré l'arrivée de nombreux Utipeurs, on est sur un revenu stable par rapport à l'année dernière. Et là, vous vous dites, c'est cool, revenu stable, nickel. En fait, non, parce que ce que ça veut dire, étant donné que j'ai perdu mon plus gros financement participatif et qu'une partie de ces gens sont venus sur Tipeee et que malgré ça je suis stable, ça veut dire que l'érosion elle est masquée, mais qu'au global le financement participatif, lui, il est bel et bien en chute. De l'autre côté, on a une augmentation des coûts et de certains frais. Tout d'abord, c'est une obligation légale, mais aussi surtout morale, les frais en personnel, que ce soit pour payer les prestataires et surtout les salariés, bien ça s'est augmenté, voilà. Comme je me suis mis au chômage car j'étais en contrat de travail pendant quasiment 5 ans, hein, et que j'ai largement cotisé pour, j'ai pu économiser un salaire sur la société, le mien, mais hélas, Kalian, que vous avez vu dans plusieurs vidéos, qui avait été embauché en CDI en début de l'année, n'a pas pu être gardé, on est reparti sur un fonctionnement de freelance. Parce que nos projections économiques qui le permettaient normalement assez largement ne prenaient évidemment pas en compte tous ces trous, ces annulations de projets et une telle augmentation de dépenses. Léa, qui est au montage, qui va d'ailleurs monter une partie de cette FAQ, a quant à elle vu son salaire rectifier plusieurs fois au cours de la période pour essayer de suivre l'augmentation du coût de la vie, parce que il fallait quand même qu'on puisse assurer des conditions de vie décentes aux gens qui travaillent pour nous. Bon, la troisième chose importante à voir, c'est dans les dépenses, c'est le renouvellement de matériel en fait. Parce que ça a été assez violent dans le budget, mais bon, il fallait, parce que ne plus dépendre de l'ancienne structure, c'est aussi devoir réinvestir et réacquérir le matériel qu'on ne pouvait plus emprunter. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là, les lumières, le moniteur que je regarde là, l'objectif nouveau avec lequel je filme, le micro que j'ai là, tout ça, j'ai dû le racheter, enfin j'ai dû réinvestir, et ça fait vraiment un petit billet. La dernière chose, c'est qu'il faut refaire la trésorerie. Quand tu recrées une société, il faut recréer ton petit matelas, quoi. Et surtout dans un moment comme celui-ci, faut se refaire un minimum de trésor pour pouvoir tanker les problèmes et les difficultés si ça vient. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on doit faire malgré tout. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas encore de chiffres précis, on n'est plus dans les trucs à la virgule près, au centime que je faisais l'année dernière. Ce sera en février, globalement, je pense, plutôt janvier-février. Tout ce que je vois, c'est qu'on devrait quand même s'en sortir, mais bon, c'est au prix d'une fréquence de publication peut-être plus intense, même si honnêtement, j'ai pas très envie de dépasser le seuil de 2 vidéos par mois maximum, en limitant même peut-être à une seule dans les périodes les plus creuses. Donc, désolé pour les placements de produits plus longs ou moins inventifs, mais le contexte fait qu'on est plutôt sur une logique de retour à l'équilibre que sur une logique d'accumulation. Et c'est plus difficile aujourd'hui de négocier une liberté de ton pour un placement de produit et de faire la fine bouche sur les placements de produits, ce qu'on fait malgré tout toujours. Franchement, sur 4 OP, j'en refuse 3 parce qu'elles ne correspondent pas du tout à mes valeurs et j'ai envie de tester les produits avant. N'empêche que j'ai moins de marge de manœuvre aujourd'hui, qu'on se le dise très clairement. Donc en dépit de ce que ça laisse peut-être paraître, c'est vraiment pas du grid, c'est pas de la cupidité, c'est tout simplement que pour compenser les pertes, il faut bien qu'on agisse. Utip par exemple, pour se rendre compte, c'est un trimestre de vidéos sponsor entier de l'année dernière pour compenser le trou. C'est significatif quand même, quoi. C'est assez important. Et si je veux un jour pouvoir me reverser un salaire, va bien falloir reboucher le trou, quoi. J'ai pas le choix. Donc l'année fiscale n'est pas finie, on verra bien dans le bilan global. Puis n'oublions pas que malgré tout, j'ai eu moins de temps aussi pour produire que je l'aurais aimé sur la chaîne principale à cause des travaux, de la promo du livre, des linguistes atterrés, et évidemment le burn-out qui fait passer en sous-régime, bien sûr. Donc 2024 est pour l'instant une année très incertaine qui arrive. Il n'y a pas de très gros projets prévus pour l'instant en 2024, parce qu'on n'a pas encore les moyens de voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Mais j'espère que ça va se déboucher, ça va se libérer, et économiquement parlant, et qu'on va pouvoir revenir sur Twitch et sur YouTube avec vraiment des projets cool, innovants, et pour ça, il faut l'argent. Bon, vous avez vu, nouveau logo, nouvelle bannière. Le logo n'avait pas été changé, hormis une toute petite mise à jour par Boisdin qui date de quasiment 6 ans déjà, quasiment. Depuis le début de la chaîne. Donc depuis le début de la chaîne, on avait ma putain de tête en photo que j'avais détourée sur Inkscape. Voilà, ça avait été refait effectivement par Boisdin entre-temps, mais globalement, rien n'avait changé. Et là, on refait tout. Et on refait donc la bannière, qui, elle, par contre, avait été faite par Boisdin. Mais bon, quand tu refais le papier peint, tu refais la peinture, quoi. Donc on refait tout, on refait toute la façade. Donc c'est Chacha Delila qui me l'a fait, merci à elle évidemment. Et j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Y aura-t-il une vidéo sur la grammaire générative de Chomsky? Oui, elle est quasiment finie d'écrire, elle est coécrite avec Kalian. Donc c'est pour l'année 2024, ça va dépendre de quand est-ce qu'on va tourner ensemble. Mais oui, chose promise, chose due. Alors, chose promise, il y a un bail, mais promis quand même. Et chose due, oui, on ne sait pas quand. Mais chose promise, chose due. Voilà, ça arrive. Toujours pas de vidéo sur les langues régionales de prévu, toujours un manque de sponsors, j'y crois, un jour on y aura le droit.
Ça fait hélas partie des quelques projets qui étaient en discussion, qui étaient en cours de développement et qui ont été arrêtés à cause de l'inflation. Augmentation des dépenses de structure de leur côté, augmentation du budget global d'une autre. Voilà, ça matchait plus économiquement parlant et donc ça a dû être annulé. Salut, est-ce qu'il est prévu ou juste envisagé de faire une collaboration avec la chaîne Parpaillon Blau? Genre pour une vidéo sur l'Occitan, est-ce que tu regardes ces vidéos? J'ai vu que tu avais commenté sous l'une d'elles. Il faudrait que je le contacte, voir ce que je peux faire avec lui, c'est encore le meilleur moyen. Histoire de passer à la seconde quand même là. Bonjour Monté, vas-tu refaire des vidéos sur des familles de langues, comme celle d'il y a longtemps sur les langues indo-européennes? En fait, alors, je réfléchis plus du tout en termes de format aujourd'hui. Je réfléchissais beaucoup comme ça à l'époque. En fait, je parle déjà de familles de langues. J'ai même des épisodes qui sont globalement dédiés à la question de quelle famille de langue et quelle évolution pour telle langue. C'est la vidéo sur le roman africain, donc la langue de Carthage, la langue romane de Carthage et d'Afrique du Nord. La vidéo sur le roumain, qui sont deux vidéos qui sont sorties du coup cette année, ce sont des vidéos en fait de littéralement de linguistique historique en fait, si vous regardez bien vraiment. Hein. La vidéo sur l'Égyptien, qui était sortie aussi, tout à fait, on rentre aussi dans cette catégorie-là. Donc c'est plus brandé comme le format dédié à ça, mais dans les faits, dans certaines vidéos, on parle surtout de ça. Avec l'évolution de la chaîne, les langues construites ont-elles encore leur place ici? Bien oui. D'ailleurs, toute une série de vidéos sur comment créer une langue, ça avait été envisagé, ça a même déjà été tourné. Voilà, ça a même déjà été tourné, mais suite à des problèmes de son, etc., j'ai décidé de tout refaire. Et ça va bientôt faire 1 an. En vrai, ça va bientôt faire 1 an. Donc ça va vraiment avoir lieu, je voulais vraiment tourner ça pendant cet été, et après là, dans les semaines qui précédaient. Mais là, j'ai pas le temps, en fait, j'ai 10 000 trucs à faire, donc ce sera probablement courant 2024, faute de temps. Ce sera sur la chaîne secondaire, je pense. Ce sera vraiment une très grosse série de vidéos, je pense qu'il y aura au moins pour 4 à 8 heures de contenu, et ce sera repris par une vidéo sur la chaîne principale qui résumera cette série de vidéos. As-tu dans les cartons l'envie de faire revivre des projets ou des séries de vidéos que tu avais commencé par le passé? Alors c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais j'ai plusieurs scripts qui sont au chaud depuis très longtemps. Certains ont été écrits il y a 2 ou 3 ans. Certains sont définitivement abandonnés. Certains sont juste, j'en suis pas content encore, donc voilà. D'autres, j'ai juste pas eu le temps. Et certains, bien quand le temps passe trop, je décide tout simplement qu'ils ne sont plus dans la ligne éditoriale d'un instant T de la chaîne. C'est le cas d'une vidéo sur l'Égyptien que j'avais tournée d'ailleurs, même je l'avais écrite, fait relire, tournée, et pourtant, voilà, on est passé sur autre chose sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Égyptien, donc là, on faisait vraiment une lecture des hiéroglyphes et de tablettes en hiéroglyphes. Par exemple, celle-là, je pense qu'elle sortira jamais, typiquement. Après, c'est pas grave, hein, on peut pas être sur tout, on peut pas tout faire, tout sortir, et dans le processus créatif, il y a forcément des choses qui passent à la trappe au bout d'un moment. Et voilà, on peut pas être sur tout. Cette question me permet quand même d'aborder un sujet en rapport. Un moyen de faire revivre les vieilles vidéos, les scripts abandonnés ou encore le livre, c'est la réadaptation. Et c'est ce que j'ai lancé comme projet pour 2024. À partir d'aujourd'hui, ça commence maintenant, Linguisticae Podcast est lancé. Vous écoutez le podcast Linguisticae. Tada! Sur toutes les plateformes de podcast, vous pourrez retrouver du contenu réadapté et original à partir de maintenant et tout au long de l'année 2024, et on espère tout au long des années suivantes. Alors pour ce faire, un grand travail de réécriture a dû être fait, parce que comme les vidéos sont très visuelles, comme elles sont basées sur des cartes, comme elles sont basées sur des blagues de montage, vous écoutez tout ça ne peut pas être pris Linguisticae tel quel dans un format radio, on aurait juste retiré la vidéo. Non, le podcast et la vidéo, ce sont 2 médias différents qui nécessitent donc une réadaptation. Donc tout a été relu. Tout a été réécrit, on a enlevé les passages les moins pertinents pour l'audio tout en rajoutant de nouvelles informations, de nouveaux sous-chapitres, de nouveaux éléments, en faisant de la création originale finalement. Le tout pour augmenter les scripts et les réactualiser. Le tout est réenregistré une nouvelle fois avec un ton très différent de la chaîne YouTube, c'est ensuite mixé par un ingé son avec des musiques originales développées pour le podcast, et le tout est mis en ligne selon un calendrier de publication qu'on essaie de faire logique et thématique. Donc tout ne sera pas publié en format podcast, et dans les formats podcast, il y aura des choses que vous n'aurez pas dans les formats vidéo, tout simplement. Voilà, en gros pour résumer. Il est également prévu, dans un avenir plus ou moins proche, d'y retrouver des émissions dédiées et développées pour le podcast. Tout particulièrement pour le cas du format Sexe Social sur Twitch, où j'avais plein d'intervenants potentiels à faire venir mais qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être filmés. C'est normal, on parle de sexualité, on parle des fois de sexualité très alternative, et ces gens-là ont des vies et ne veulent surtout pas être reconnus, ça peut tout à fait se comprendre. Donc pour des raisons d'anonymat qui sont très compréhensibles, c'est peut-être là où justement il y a quelque chose à jouer en passant par le format podcast. Je vais aussi mettre en podcast quelques passages du livre, Les mots sont apatrides, vous savez, mon livre. Donc je vais pas mettre tous les chapitres, je vais pas mettre tout de tous les chapitres, mais quelques bouts par-ci par-là qui font selon moi l'ADN de ce livre.
Donc voilà, c'est aussi l'une des grandes nouveautés, c'était la chose sur laquelle on n'était vraiment pas du tout. Et bien nous voilà. As-tu comme projet d'écrire un nouveau livre? Oui. Oui. Et en fait, je me suis même remis à écrire sur un projet que j'avais débuté avant la sortie de ce livre-là, que je viens de recevoir à l'instant, j'en avais plus. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il est vraiment pas cher, 17 €, qu'il a de super bons retours, qu'il continue de se vendre ci et là, n'hésitez pas, c'est un banger absolu, c'est pour ça que j'en avais plus et que j'ai dû moi-même m'en recommander d'ailleurs. Donc je pense que cette fois par contre, pour le prochain livre, eh bien, je vais documenter le travail en temps réel. Donc j'ai déjà documenté la promo de ce livre-là, par-ci par-là, en me filmant pour chaque endroit où je suis allé en promo. Là, il est 6 h, je suis à peine sorti de chez moi, direction Rennes pour le train, puis arrivé à Lyon vers midi 13 h, quelque chose comme ça, pour dédicacer les premiers livres qui ne sont même pas encore sortis, qui sortent dans 2 semaines, en avant-première aux Intergalactiques. Faut se lever tôt. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner en termes de personnes qui vont venir, de discussions que ça va être, et de fatigue aussi. J'ai beaucoup voyagé pour pouvoir partager et puber ce livre, pour discuter avec vous dans les villes où je me suis rendu. Et c'était d'ailleurs assez sport, qu'on se le dise. Convention et festival pour présenter le bouquin en avant-première. Librairie par-ci, librairie par-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, parce que le 21 et le 22 décembre, je serai en dédicace à La Réunion. Et oui, n'hésitez pas à venir me voir, c'est la porte tout à fait à côté. C'est vraiment l'occasion rêvée. Quoi qu'il en soit, le travail d'écriture, il est super intéressant de bout en bout. Pas seulement la rédaction, mais aussi les échanges avec le graphiste, les échanges avec l'éditeur, la compo du livre, son impression, que j'avais d'ailleurs été filmé, que j'espère pouvoir revenir filmer pour le prochain. Et donc l'idée, c'est de pouvoir documenter d'encore plus près tout ce bouquin. Sinon, concernant celui-là, je vous l'avais déjà dit, mais donc on est en réimpression, peut-être encore en réimpression, si jamais ça continue de fonctionner. Et j'en suis franchement assez fier. Donc j'en ai pas beaucoup parlé, je l'ai pas énormément pubé en vrai ce livre. Et il se vend malgré tout. J'ai pas eu énormément de couverture presse, et il se vend malgré tout. J'ai pas été à la télé pour en parler, et il se vend malgré tout. Bref, je pense que, bon, le retour à l'écrit, c'est plutôt bien passé, mais c'est quelque chose à laquelle j'étais déjà habitué, donc je pense être assez solide. Alors, tu es quelqu'un de très marqué politiquement, d'un genre que j'apprécie, ça se ressent dans tes vidéos et encore plus dans d'autres contextes, Discord, chaîne secondaire, Twitch. En ce qui concerne ta chaîne principale, penses-tu t'adresser spécifiquement à un public lui-même marqué idéologiquement, dans le même sens, ou à un public plus large? Eh bien, il faut savoir que je me pose en fait pas trop de questions en rapport avec ça. Pendant longtemps, je me les suis posées par contre, mais je me les pose plus trop. Le public de la chaîne secondaire n'est très clairement pas le même que le public de la chaîne principale, parce que le public de la chaîne secondaire est très lié à la chaîne Twitch, où on passe en ce moment tous nos mardis à regarder des vidéos des interviews politiques et les émissions politiques de l'année. En ce moment, on doit être rendu à 2011-2012 pour suivre la campagne présidentielle et se remémorer les thèmes de campagne, les candidats, comment ça avait été fait, c'était quoi le jeu politique il y a 10 ans, quels impacts aujourd'hui, etc. Donc on essaye de revenir là-dessus avec une perspective historique et sociale, recontextualisée, ce que j'aime beaucoup faire. Et le jeudi soir, on parle de réaction de l'actualité, on réagit à l'actualité de la semaine d'avant, dans l'émission Le Temps de répondre. Donc forcément, une bonne partie du contenu qui se retrouve sur la chaîne secondaire, c'est des best-of qui sont tirés de ces streams. Bien sûr, j'attire du coup un public qui est plutôt correspondant à ce que je pense politiquement. Mais d'ailleurs, pas que, parce qu'on le voit, certains soirs c'est compliqué. J'ai des prises de parole et des prises de décision qui font que je ne m'inscris pas toujours dans les lignes des différents partis politiques desquels je suis proche, ce qui m'est souvent reproché, ou en tout cas ça m'est signalé. Et ce qui fait que sur Twitter, des fois, je vis des mauvais moments, on va pas se mentir. Mais le fait d'avoir scindé un peu cette activité entre la chaîne principale, où on est quand même une chaîne de vulgarisation de linguistique à l'origine, on n'est pas une chaîne de sciences politiques, et la chaîne secondaire, ça me paraît... c'est quelque chose qui me va bien, c'est une situation qui me va plutôt. Après, sur la chaîne principale, je pense que malgré tout, ça se ressent parfois, que ça fait un tri, mais je pense viser quand même malgré tout un public plutôt élargi, alors pas forcément... mainstream, mais plutôt élargi. Dans le public cible qui est concerné par la vulgarisation aujourd'hui, c'est-à-dire un public de plus de 25 ans, souvent même de plus de 30 ans, qui commence à avoir des enfants, qui est en train d'acheter une maison, qui s'installe, etc. C'est ça aujourd'hui le public de la vulgarisation. C'est le public qui était au lycée il y a maintenant 10 ans. Mais de toute façon, comme ici on parle de sciences sociales,
surtout de sciences sociales, par définition, on va toucher des gens qui sont concernés, qui sont intéressés par les sciences sociales. Et ça fait un tri politique malgré tout, de toute façon. Est-ce que ton positionnement politique a déjà eu des répercussions sur ton travail? Sponsor qui précise que tu dois pas aborder certains angles, etc. Et est-ce qu'entre le début où tu as commencé à vraiment ancrer ton positionnement, tu as remarqué une baisse du nombre de vues, ou une baisse de l'augmentation d'abonnés, ou quelque chose du genre? Alors, toutes ces questions-là, sur l'impact que la politisation a sur l'économie d'un vidéaste, l'économie de sa chaîne, sa direction artistique, sa ligne éditoriale. Tout ça, c'est dans un script que j'ai écrit cette année, d'ailleurs, que j'ai écrit en tout début d'année, qui m'a été inspiré par la réforme des retraites. Parce que, pendant la réforme des retraites, beaucoup de vidéastes sont sortis du bois, voilà. Ils affichaient une neutralité de façade, ou en tout cas, ils paraissaient apolitiques, et soudainement, dans une vague très rapide, ils se sont tous mis à se rallier à la rue, quoi, quelque part, à l'opposition contre la réforme des retraites. Ce qui était assez interrogateur, voilà, de savoir pourquoi ces influenceurs, ces influoteurs, ces vidéastes attendaient autant, ou alors là, se mettaient à franchir le Rubicon. Qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce que ça vraiment, c'est un engagement sincère ou opportuniste? Ça soulève vraiment tout un tas de questions. Et ces questions-là, elles sont liées à une question plus profonde qui est: est-ce que la politisation nuit à la ligne éditoriale ou au sérieux d'un travail? Moi, j'ai envie de défendre que non, au contraire, parce qu'en fait, les gens, ils sont politisés quoi qu'il arrive. Que vous ne le voyez ou pas dans la vidéo, c'est structurant de leur façon de voir le monde, de leur façon de traiter un sujet et de leur façon de vous le livrer. De toute façon, quoi qu'il arrive. Que ce soit assumé ou pas, c'est une autre question. Donc ce script-là, pour l'instant, il est un peu fouillis. J'en suis pas content, honnêtement. J'en suis pas content. Il est très grand. Vraiment, il est très très large. J'aimerais que ce soit un peu dans des formats interview, un peu sur la question, voilà, un peu comme la question que j'avais posée sur le terme influenceur. Est-ce qu'il faut continuer à l'utiliser? Bon, on va essayer de consolider ce script, notamment sur toute la question de... En gros, est-ce que ça te fait perdre des parts de marché sur le marché de l'influence si jamais tu te mets sur le marché des idées? Ou est-ce que ça t'en fait gagner? Un peu la question. Beaucoup de gens, honnêtement, beaucoup de créateurs, ne parlent pas politique, ou en tout cas, c'est-à-dire, plutôt, ne sortent pas du statu quo, ce qui est une position politique, par peur, évidemment, de perdre des contrats, des contacts, ne plus être invité à tel événement. C'est des choses qui sont vieilles comme le monde en fait. Ça date pas du tout d'aujourd'hui. On avait déjà ça dans la littérature à l'époque, on avait déjà ça dans la musique. Bien sûr, c'est des choses que j'ai très envie d'aborder, sur un angle du coup très méta. Maintenant voilà, concernant mon nombre d'abonnés ou mon nombre de vues, clairement ça n'aide pas, je pense, ça n'aide pas du tout. Ça réduit l'envergure de la chaîne potentiel. On peut pas plaire à tout le monde en fait. Donc le peu de personnes par contre dont je me coupe, enfin les personnes dont je me coupe, la partie du public dont je me coupe, c'est peut-être la partie qui serait la moins fidélisée. Là, j'ai un public plus restreint que ce que je pourrais avoir très probablement, mais j'ai probablement un public aussi plus fidélisé, plus attaché au travail et à ce que j'ai à proposer, que si j'étais le plus mainstream possible. Et d'ailleurs, ça pose une nouvelle question qui est: est-ce que le succès à long terme réside dans sa capacité à être mainstream, à être vraiment très large en termes de public, ou est-ce qu'au contraire, sa capacité à survivre à long terme, elle dépend plutôt de l'occupation d'une niche, et de comment tu l'occupes, c'est sûrement mon cas, voilà. Je pense que ça dépend vraiment des tailles de chaîne. Je pense que quand t'es une chaîne de taille moyenne, tu te retrouves dans une forme de dilemme, parce que quand t'es une grosse chaîne, de toute façon, t'es mainstream, par définition. Quand t'es une toute petite chaîne, t'es souvent en trait de niche. Quand t'es une chaîne de taille moyenne, comme c'est celle-là, il y a un peu un moment où il faut que tu choisisses, quoi. Et c'est pas un peu paradoxal et un peu dilemmatoire, donc c'est compliqué. Mais bon, moi, c'est un sujet de réflexion, pour le coup, historique, sociologique, qui m'intéresse beaucoup. Faut savoir que je me suis beaucoup renseigné pour l'écriture d'un script sur ce sujet, sur comment ça s'est passé notamment au 19e ou au 20e siècle. Bon bah voilà, on se rend compte que les gens qui étaient les plus connus, les plus mainstream ne sont pas ceux que l'histoire a retenus. Et certains de ceux que l'histoire a retenus ont été des gens qui ne faisaient absolument pas consensus à leur époque. Il y avait l'opinion publique majoritairement contre eux, qui étaient même parfois détestés, ou alors qui étaient tout simplement beaucoup moins connus que leurs contemporains, et pourtant c'est eux qu'on a retenus. Ce qui plaît le plus aujourd'hui, ce qui est le plus emblématique d'une œuvre d'un artiste aujourd'hui n'est pas ce qui a le plus marché de son vivant, forcément, ou à un instant T. Mais il y a des gens qui peuvent vraiment occuper un terrain médiatique très fortement, pendant très longtemps, et disparaître sans quasiment laisser de traces. Parce qu'ils n'ont pas forcément été déterminants dans la construction politique et culturelle de leur public. Quel problème sociétal te semble le plus important, le plus urgent à se préoccuper? Donc là, c'est vraiment une question politique sur ce que je pense de l'état du monde actuel. Moi, ce que je pense qu'il est important de régler le plus rapidement possible, c'est les inégalités de classe. Les inégalités de classe, ça revient d'ailleurs à intégrer au sens large les inégalités évidemment de genre, de sexe, enfin l'intersectionnalité des inégalités si vous voulez. Donc du coup les questions spatiales, les questions raciales, les questions identitaires aussi. Bon en bref, là j'essaye un peu de me compliquer la vie pour tout mettre dans un même panier, pour paraître, ne pas essayer de
faire croire que je voudrais mettre prioritairement une lutte plutôt que l'autre, parce que ce n'est pas le cas. Je pense que l'inégalité en tant que telle est le principal levier. Et moi, effectivement, je pense directement à l'inégalité économique, parce que ne pas pouvoir se loger, se chauffer, ne pas pouvoir se nourrir à sa faim dans une société qui produit autant, ne pas avoir de quoi vraiment s'habiller dans une société où il y a autant de giga riches en fait, qui vivent très bien, dans un monde qui n'a jamais été aussi inégal, où les riches n'ont jamais été aussi riches. Moi, je pense que ça ne peut pas durer. Et c'est d'ailleurs tout un sujet que je voulais traiter, qui est que, je vous le donne en mille, hein, je vous le spoil un peu, mais il s'avère, c'est la recherche l'a montré, que les riches des pays les plus inégalitaires, bien qu'ils soient plus riches que les autres, sont aussi moins heureux, vivent moins bien et meurent même plus jeunes. C'est dans l'intérêt des riches de partager. L'importance politique de la langue s'est beaucoup plus imposée ces derniers temps, même s'il suffit de revoir certaines vidéos plus anciennes où c'était déjà présent. Est-ce un choix éditorial ou as-tu subi l'actualité? Donc en gros, est-ce que je parlerai pas trop de politique dans les vidéos aujourd'hui? Mais en fait, pas du tout, puisque effectivement c'est pas nouveau comme tu le dis. Je trouve pas que ça se soit plus imposé qu'auparavant. Et d'ailleurs, en fait, il y a même cette année beaucoup de sujets d'actualité en rapport avec la langue ou la linguistique que je n'ai pas traité. Alors il y a eu l'inauguration de Villers-Cotterêts, de la Cité de la langue française, etc., dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Il y a eu le vote du Sénat sur l'écriture inclusive, j'en ai pas parlé, tant que la loi pour moi n'est pas passée par l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien de rajouter vraiment du buzz sur le buzz. Le coup de l'arabe dialectal qui maintenant serait la deuxième plus grande langue de France, et que du coup ce serait symptomatique du grand remplacement, etc. J'en ai pas parlé non plus. Tout le dossier que le Figaro a fait, je crois cet été, un dossier spécifique hors série sur la langue française et sur le fait que tout fout le camp, bah, j'en ai pas parlé non plus. Il y a énormément de choses dont j'ai pas parlé. J'ai parlé de quelques trucs, voilà, j'en ai parlé de quelques-uns, mais j'ai pas parlé de l'essentiel de cette actualité parce que j'ai pas le temps en fait, c'est les vidéos les plus dures à faire. Souvent je me donne 1 à 2 semaines entre le moment où le bail sort et où la vidéo elle sort, et souvent c'est des vidéos de 30-40 minutes, des vidéos d'1 heure concernant le grec et le latin, par exemple, que j'avais fait l'année dernière. Je peux pas faire ça toutes les 2 semaines, quoi. Bon, c'est le moment de parler de statistiques. Alors pour rappel, avant toute autre chose, nous allons parler de la période qui va du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Et pour peut-être faire un rappel du coup sur la période précédente, qui allait du coup de fin 2021 à 2022, on avait sorti 19 vidéos dont 6 shorts et la chaîne avait généré 6,1 millions de vues et 44,5 000 abonnés. La vidéo la plus vue était un short à l'époque, ça m'avait pas mal surpris. C'était Quand est née la langue française. Et sinon, pour continuer le rappel, ce qui avait surtout marché, c'était les vidéos de réaction à l'actu, notamment la vidéo sur Yel qui a fait 410 000 vues, le grec et le latin, vous savez, à la fac avec les woke, etc., 334 000. Et je vais pas tout vous résumer non plus, évidemment, mais bon voilà, la réaction à l'actualité, c'est vraiment ce qui avait marché. Alors aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui sur la même période de référence, qui va donc du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023? Eh bien, nous avons donc sorti 14 vidéos régulières, dont 13 shorts. Ça maintenant, c'est pratique parce que c'est directement affiché sur YouTube. Et on a fait plus de contenu vertical. Et nous avons généré 6 millions de vues et 25 000 abonnés. Serait-ce la récession? Peut-être... Alors c'est sûr, on a quelques trous, on a un trou qui va quasiment de janvier à avril, qui correspond au moment où j'ai dû recréer la société, etc., blablabla, et c'était juste après la vidéo de Star Wars, donc bien sûr ceci explique cela, et donc voilà, on a aussi une concentration des vues sur le mois de juin, bon, on va pas y passer 15 ans, voilà, c'est sûr que ceci peut-être explique cela. Alors ce qui est surtout très intéressant, c'est que la vidéo la plus vue de cette année est aussi la vidéo qui s'appelle Quand est née la langue française, qui est un short. En fait, comme on peut le voir ici, le mois de juin a coïncidé avec un reboost global de toutes les vues short, parce que c'est le moment où c'est meilleur sortir des shorts, et donc du coup, ça a explosé, et sur la période de référence, ça a fait quand même 436 000 vues. Alors on va pas se mentir, ce qui marche le mieux, c'est évidemment les vidéos de réaction à l'actualité, le Kwakubé, qui est malgré tout une vidéo de réaction à l'actualité. Voilà, on a quand même ici ou là une vidéo de fond, mais globalement voilà, short, réaction à l'actualité, c'est ce qui domine le top vu de cette année. Encore une fois, la vidéo qui a coûté la plus chère sur cette chaîne, la vidéo sur Star Wars avec Nexus 6, elle est même pas dans ce top 10, et d'ailleurs elle est même un peu plus loin, je crois qu'elle est top 13 ou top 14 quand on y regarde, on est quand même sur des stats moyen. Alors j'ai quand même voulu aller voir des vidéos de l'année dernière, les vidéos de la période des références précédentes, pour voir si les vidéos d'actualité de l'année dernière étaient pas finalement des vidéos mortes, des vidéos qui n'avaient pas disparu, voilà, parce qu'une actu en chasse une autre, etc. Alors pour ça c'est simple, il y a un outil de recherche intégré maintenant, et en fait on voit que oui, du coup, la vidéo comme Yel, par exemple, a reboosté. Alors effectivement, elle est remontée, voilà, en juin.
quand on a commencé à ressortir les shorts et qu'on a fait des vidéos d'actu, elle a bénéficié de regains par-ci par-là. Et je vous le spoil, mais le grec elle atteint la fac aussi, 58 000 vues juste cette année, avec un reboost en juin aussi. Donc les paniques morales de cette année dans le paysage politique, les vidéos de débunkage aussi, des nouvelles, ont reboosté tout ce contenu de débunkage de l'année dernière qui reste malgré tout haut en termes de vues générées par an, bien plus haut que les vidéos de fond, et ça devient des vidéos de fond, d'ailleurs, de manière assez surprenante. Donc merci pour ce climat politique dégueulasse, ça nous aide. Et je m'y attendais vraiment pas, d'ailleurs, en préparant cette vidéo. Bon, surtout ce qui marche, c'est les shorts. La moitié des nouveaux spectateurs de la chaîne arrivent par cette porte aujourd'hui. Alors là, c'est pas forcément visible parce que j'ai pris une période de référence, mais si jamais je regarde sur les 28 ou 90 jours, très clairement je le vois, j'ai une égalité vraiment assez marquée. Et si ça se voyait pas au début de la période de référence, donc en fait sur le dernier trimestre de l'année dernière, ça se voit très bien sur le dernier trimestre là, sur le dernier trimestre de cette année. Donc vraiment, c'est incontestable. Et YouTube pousse tellement l'algo qu'en fait, dès l'instant que je sors un nouveau short ou dès l'instant que je ressors une salve de short, ça rebooste tous les anciens shorts qui continuent de faire quand même pas mal de vues. Par contre, c'est le bémol, je fais à peu près 4 fois moins d'abonnés, voire 4,5 fois moins d'abonnés via les shorts que via les vidéos. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce qu'on peut en tirer, c'est assez simple, c'est que le public short est un public beaucoup plus volatile. En tout cas, beaucoup plus volatile que les vidéos classiques. Et ça explique peut-être pourquoi on fait moitié moins d'abonnés pour un nombre de vues quasi équivalent cette année. C'est peut-être aussi tout simplement parce qu'une bonne partie de ces vues sont des vues short et que le public short est un public qui ne s'abonne pas. Donc faut savoir aujourd'hui qu'il y a clairement deux publics. Ça, YouTube nous le dit très bien. J'ai un public short qui représente 63% de l'audience. J'ai un public vidéo qui représente 57% de l'audience. Et à l'intersection des deux, j'ai un 20% de public commun. Donc sur la période de référence, les gens découvrent quand même la chaîne par les fonctionnalités de navigation. Mais encore une fois, si jamais je me réfère juste au dernier trimestre, le flux short est remonté devant et maintenant c'est quasiment 39% des gens qui arrivent sur la chaîne par les shorts. Donc c'est énormissime. Donc là maintenant YouTube nous a permis d'avoir un onglet short, donc on voit que les gens regardent plus qu'ils ne balayent, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas mal de shorts qui remontent régulièrement. Et en fait, donc là, j'ai pas d'indicateur, mais si jamais je prends par exemple les 28 derniers jours, j'ai tous mes indicateurs YouTube au vert. Alors des gros indicateurs au vert. Vous savez que YouTube maintenant, il met des petites notes, soit c'est gris, soit c'est juste vert entouré, soit c'est une gros vert avec une grosse flèche. Ça, j'ai l'impression que ça quand même, ça booste tout le reste. Vraiment, ça carry tout le reste. Et ça pousse la chaîne, notamment sur le contenu vidéo, qui se retrouve à avoir un impact aussi positif, notamment sur les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que la vidéo va être suggérée à quelqu'un. Le nombre de fois où il va cliquer, c'est pas le. Donc c'est super important les impressions pour nous. Les impressions, c'est finalement les opportunités de faire des vues. Donc sur la question de l'audience, en fait, j'arrive malgré tout, ça faut le noter, très peu à aller chercher du public en dehors du public que j'ai déjà. Alors, Kwakubei est la seule vidéo qui a réussi à les séduire au-delà. Sinon, les autres vidéos y arrivent, ma foi, assez mal. Donc voilà, YouTube me l'indique très bien ici. Ils sont très contents du fait que je fasse des shorts. Vraiment très contents. Côté chaîne secondaire, rappelez-vous qu'on avait repris la chaîne secondaire en février 2022 et donc du coup sur l'année dernière on avait un petit trou quand même en fait sur le bilan qu'on avait fait. On avait fait un bilan que sur 6 mois difficilement, un peu plus. Et bien là ça carbure depuis, ça carbure plutôt pas mal et sur la période de référence précédente donc on avait sorti 43 vidéos dont 17 temps de répondre, que le format politique du jeudi soir, qui faisait de 5 à 10 000 vues par semaine. Voilà, en gros, à peu près. Donc au total, ça faisait 871 000 vues, pour rappel, et ça avait généré 7,5 000 abonnés. Donc 7 500 abonnés, pour le dire autrement. Donc je faisais le constat, à l'époque, l'année dernière, que finalement, c'était pas incroyable compte tenu de l'investissement qu'on y mettait, compte tenu du temps consacré, mais bon, voilà, il y avait une volonté d'investir vraiment sur la chaîne secondaire. Alors aujourd'hui, sur la même période de référence, nous avons sorti 68 vidéos et 10 shorts. Honnêtement, je m'en souviens pas qu'on ait sorti 10 shorts, ça m'étonne un peu, mais probablement, si YouTube le dit, c'est que ça doit être vrai. Et la très grande majorité de ces vidéos, ce sont des vidéos tirées des lives du temps de répondre, donc ce sont des vidéos plutôt de politique. Donc niveau vues, ça a généré 1,1 million de vues, ce qui est mieux du coup. Voilà, ça monte, et ça a fait 4,2 000 abonnés de plus, ce qui est pas mal. Voilà, franchement, c'est pas mal. J'en attends pas beaucoup plus et j'en attendrai pas beaucoup plus. On pourrait se dire qu'effectivement ça monte moins que l'année dernière, mais l'année dernière il y avait l'effet, voilà, tu fais transférer les gens que tu as déjà sur Twitch sur ta chaîne secondaire pour avoir les replays. Là maintenant j'ai l'impression que c'est un nouveau public parce que le nombre de followers, on va y revenir concernant les stats de Twitch, et le nombre le public de Twitch n'a pas grandement évolué, on est plutôt en stagnation sur Twitch. Donc beaucoup de ce public est un public en réalité qui m'a l'air d'être nouveau, donc c'est plutôt une victoire. Donc je rappelle que sur cette chaîne,
à part les vidéos de travaux, tout est du contenu qui vient de Twitch, hein. C'est pour ça que je parle autant de Twitch. Donc on a plusieurs vidéos qui marchent bien, hein, voilà, des vidéos de réaction surtout, des vidéos qui sont un peu politiques ou méta, et notamment quand ça touche à Emmanuel Macron, bien sûr. On peut aussi dresser le constat de tout ce qui ne marche pas du tout. Dans ce qui ne marche pas du tout, il y a les vidéos Among Us. Les Best of Among Us, ça ne marche pas du tout. C'est dommage parce qu'on y met des moyens, on y met de la volonté, ça reprend les lives, vous savez, les soirées d'Ingus sont, ma foi, assez intéressantes. Ça ne marche vraiment pas. Il y a sinon Sexe Social, vous savez, ce sont des best-of qui sont tirés des émissions où on parle de sexualité un dimanche sur deux en stream sur Twitch. Ça a son public, ça fait pas beaucoup de vues, mais ça a son public à part. Et il y a les vidéos de travaux, bon là, c'est encore une fois, les vidéos de travaux, c'est tout à fait autre chose, complètement notre public, pas du tout la même régularité, c'est du contenu original. Donc voilà, le temps de répondre est vraiment ce qui nous occupe le plus en termes de temps, en termes de, voilà, de republication. Et malgré des vues très aléatoires, et ben c'est aussi voilà, ce qui marche le mieux, ce qui fait le plus réagir et ce qui probablement fait l'identité aujourd'hui de cette chaîne de best-of. D'ailleurs, si je dis ça, c'est parce qu'on voit que les chaînes les plus regardées par mon audience sur cette chaîne de best-of, à part moi évidemment, et bien c'est Blast, Backseat, Fat Journaux, Jean Massier. On est vraiment sur du contenu streaming et c'est aussi du contenu très politique. D'ailleurs, on va trouver aussi France Inter, on va trouver, j'en sais rien, on va trouver Bolchevique, enfin voilà. Bon, niveau stats, sur Twitch, les revenus se sont effondrés, ça je l'ai déjà dit juste avant, je m'en suis déjà expliqué, c'est pas très surprenant. Donc là, évidemment, vous voyez le trou hein, du burn-out, un post-burn-out, évidemment, bien sûr, qui avait un peu commencé déjà avant. Et puis c'est reparti tranquillement, voilà. Donc sur Twitch, on a pris quand même à peu près 5000 followers, là on va arriver aux 40 000, on est passé de 35 à 40, pas si mal, voilà, c'est pas si mal, c'est pas incroyable, mais c'est pas si mal, avec un average viewer de 260 à peu près, enfin 259 pour être précis. Les mardis après-midi et les jeudis restent les jours les plus fréquentés. Le mardi, vous savez, sur les coups de 17-18 heures, on parle de politique d'un point de vue historique, on refait, voilà, on remet des anciennes émissions politiques. On avait eu aussi un passage de télé, en fait, on va dans les archives de la télé aussi, hein, sur le plan culturel ou politique. En ce moment, c'est sur un plan politique. Et le jeudi, eh ben, on traite de l'actualité de la semaine d'avant, vous le savez, ça. On a quand même pas mal pris en viewers, puisqu'avant, on tournait autour des 200 en moyenne, voilà, 198 pour être précis. Donc, on a une augmentation qui est quand même assez bonne, voilà. Bon, sur la chaîne de VOD, quelques mots quand même, hein. C'est une chaîne clairement à l'abandon, j'ai envie de dire à l'abandon, non pas tellement, parce que je publie par salve quand même, avec inconstance, mais je publie, je fais les miniatures pour, les halls et des rushs pour, donc on y trouve du GeoGuessr, du Among Us, très essentiellement, c'est tiré voilà, des parties GeoGuessr qu'on fait par-ci, par-là, de temps en temps, et des parties Among Us qui voilà, ont lieu une fois par mois dans mon cas. Côté Instagram et Facebook, c'est un peu trop tôt pour dresser le bilan, voilà, parce qu'on vient seulement de commencer le repostage de format court, mais ça monte. On part vraiment de loin, parce que la page Facebook, elle était morte, hein, très clairement à l'abandon, et la page Insta, elle était pas super active. Hein, c'est moi qui mets quelques posts de temps en temps et quelques stories de temps en temps, mais on n'est quand même pas sur une grande dinguerie, voilà. Donc là, on tourne quand même à 2 ou 3 publications par semaine, et ma foi, bon, écoutez, les graphiques vont vers le haut. On le voit plutôt bien là. J'ai pris 5000 followers nouveaux sur Instagram sur la période. Donc on est passé en nombre de followers de 13 à 18 000 en vrai l'espace de 6 mois. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, juste grâce au riposte. Et en plus, on a mis 0 €. Hein. On n'a vraiment pas investi, parce qu'on peut payer pour. Hein. Là, vous voyez ici, on peut payer de la couverture ou des impressions. Nous, on est parti sur full organique. Rien de payant. Donc que conclure de tout ça? Eh bien, la chaîne YouTube, la chaîne principale, elle stagne. Voilà, clairement, en nombre de vues, en nombre d'abonnés, ça stagne, on réduit même un peu la croissance. On a divisé la progression d'abonnés par 2 et le nombre de vues a sensiblement baissé. Par contre, niveau short, ça marche plutôt bien. Ça renouvelle le public sûrement aussi. Ça le rajeunit peut-être même un peu, mais ça rapporte 0. Ça m'a rapporté, je crois, 20 € sur la période voilà, pour vous dire. Facebook, c'est pas incre. Insta, ça va. Insta, ça décolle plutôt, c'est ok. Twitch, ça reste en montée lente. Ça reste en montée, c'est-à-dire qu'on fait pas beaucoup de nouveaux followers, on fait beaucoup plus de vues moyennes. Le nombre de viewers a augmenté de 31%, et cela même alors que le nombre de followers, lui, n'a augmenté que de 14% par rapport à l'année dernière. Ce qui est, voilà, plutôt une bonne nouvelle. Surtout que sur Twitch, je fais quasiment plus de collab du tout. Je ne stream avec plus personne, sauf une fois de temps en temps le mardi avec JD, ou une fois de temps en temps je GeoGuessr avec JD, mais sinon je fais plus de multi, plus de collab avec qui que ce soit. Donc c'est vraiment, je pense, assez fidélisé, assez fidèle. Donc c'était un peu pour faire tout cet état des lieux, vous montrer tous ces chiffres, en espérant que vous avez appris ce que vous vouliez y apprendre. Cette FAQ est maintenant terminée. C'était la FAQ de l'année. Il faudra attendre l'année prochaine pour la revoir. Mais en attendant, vous pouvez évidemment me rejoindre sur Twitch,
sur Discord. La boutique, le livre, évidemment, bien sûr, si vous voulez faire des cadeaux de fin d'année, des fois des cadeaux de Noël ou même des cadeaux d'anniversaire, ce que vous voulez. Nous, ça nous aide à vivre, évidemment, bien sûr. Contribuez sur Tipeee et KissKiss si jamais c'est le genre de truc qui vous fait kiffer. Bref, tout est bon à prendre. N'hésitez pas à, voilà, continuer à nous suivre dans cette aventure. On espère pouvoir arriver jusqu'aux 10 ans, bientôt jusqu'aux 10 ans. On prend la date d'anniversaire.